Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Certains d'entre vous ici me connaissent déjà, parce qu'il y a quelques représentants du Cookie Collective ici présents ce soir. Moi, je m'appelle Zorg, et ce soir, je vais vous présenter, dans la continuité de ce que Floppy a présenté juste avant, la fête qu'on fait avec la musique et les visuels live codés. À travers mes expériences personnelles qui me sont arrivées il n'y a pas si longtemps, à travers mon entrée dans le Cookie Collective et la célébration des 10 ans du mouvement Algorithme. Donc, pour éviter que tout le monde soit perdu, je vais quand même faire un petit rappel des différents mots qu'on va utiliser, notamment la démocène, et faire un peu une introduction sur quel terme veut dire quoi. Et ensuite, on va pouvoir regarder des images et des vidéos de à quoi ça ressemble en vrai quand on fait la fête. Donc, comme je disais, je m'appelle Zorg, je suis membre du Cookie Collective depuis à peu près un an et demi maintenant. Moi, je suis un live codeur de visuel, comme Floppy, du coup, je code des shaders. C'est un type de programmation où on va coder directement le comportement de chaque pixel et récupérer différentes entrées d'informations, donc du son, un panneau par exemple, ce genre de choses, et essayer de faire jouer avec pour créer quelque chose d'attirant et d'intéressant pour les gens. Là, vous me voyez sur scène sur un événement qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc je vous montrerai quelques vidéos un peu plus tard. Alors, pour ce qui est des définitions, il y a plein de mots, des mots qui paraissent un peu bourrins, et puis j'ai mis des petits graphiques qui représentent aussi les différentes personnes de la communauté, dont Floppy, donc on voit en grand et ça aussi qu'on voit un peu derrière. Floppy nous a fait une très bonne intro sur ce qu'est la démo party, le monde de la démocène. Donc la démo party est quand même quelque chose d'assez central dans la création du Cookie Collective. Beaucoup des gens du Cookie Collective initialement étaient des gens passionnés de démocène et donc ont décidé de se regrouper ensemble entre Français principalement. Moi je suis arrivé bien après tout ça, mais je suis aussi arrivé par le monde de la démocène. Je suis passionné de démocène aussi. Voir des belles images faites avec du matériel, avec des contraintes extrêmement techniques, c'est très intéressant. Mais le Cookie Collective, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des événements, a eu l'occasion de se transformer et il s'est volontairement laissé transformer au fur et à mesure des gens qui venaient, qui apportaient leurs expériences, leur art, leur expertise technique, pour créer un collectif assez intéressant qui mêle énormément de gens différents, de technologies différentes, de perceptions différentes. Voilà, c'est là-dedans que je m'éclate avec le Cookie Collective. Donc, un collectif ouvert, vous pouvez être aussi partie du Cookie Collective, j'y reviendrai un peu plus tard. On a parlé beaucoup de live coding, Michel a un peu plus tôt parlé du terme live coding. C'est très très large le live coding, on peut live coder avec à peu près tout ce qu'on veut maintenant. Il existe énormément de langages, on est à une époque où on a du matériel qui est suffisamment puissant justement pour être capable de recompiler des choses 15 fois à la minute si on a envie. Donc ça fait une définition du live en fait en soi, 15 fois par minute, c'est suffisant pour faire des performances en temps réel. Le live coding, voilà, ça évolue, c'est quelque chose qui est vraiment pas figé dans le temps, chacun a sa propre perception, chacun développe aussi ses outils. Ça prend beaucoup de racines dans le monde de l'open source. On trouve énormément d'outils et des patchs sur des patchs sur des patchs sur des bouts de code récupérés, retransformés. C'est extrêmement vivant et du coup c'est aussi extrêmement instable. Ça provoque aussi notamment beaucoup de crash, comme disait Michel tout à l'heure. Ça arrive en live, ça fait partie du live coding. Et donc tout ça, on s'en sert pour faire la fête, d'où la naissance du terme algorithme. Le terme algorithme a maintenant 10 ans, c'est pour ça que je parlais de la célébration des 10 ans de l'algorithme. C'est un terme qui a été plus ou moins posé par deux musiciens anglais, au nom d'Alex McLean et Nick Collins, qui eux font du live coding de son. Donc ils utilisent le code pour produire de la musique en temps réel. Donc ça fait des trucs des fois très expérimentaux, de la musique qui n'est pas forcément hyper rythmée, qui peut ne pas forcément ressembler à de la musique au sens un peu classique du terme. Mais du coup, ils ont commencé à créer des événements pas mal en Angleterre, du coup, et à faire des fêtes de manière régulière, c'est-à-dire tous les mois, par exemple. Et de plus en plus de gens sont venus se rattacher à toutes ces choses-là pour venir ajouter du code sous différentes formes pour notamment créer des visuels qui vont avec. Voilà sur les termes, parce qu'il y a des questions là-dessus, parce que tout est clair. Parfait, on peut enchaîner. Donc comme je vous le disais, l'algorithme du coup
c'est le nom, c'est la contraction en fait d'algorithme et rave party, c'est le nom qu'on met pour dire qu'on fait la fête avec du code. C'est une façon un peu élégante de le dire. C'est né vraiment en Angleterre, donc c'est là où c'est principalement développé. En l'occurrence, Alex Makin est un organisateur d'événements assez réguliers. Et j'ai eu l'occasion pour célébrer les 10 ans de ce mouvement. Je me suis décidé sur un coup de tête d'aller faire la célébration des 10 ans de l'Algorave en Angleterre et aux Pays-Bas. C'est deux événements qui sont succédés à 2 jours d'écart. Je suis allé là-bas pour voir à quoi ça ressemblait vraiment une Algorave. J'en avais entendu parler, j'ai jamais pratiqué encore. Je me suis dit, c'est cool, il y a des gens qui codent, il y a des visuels, il y a de la musique électro, tout ce que j'aime, il y a de la bière. Aussi. Et du coup, j'y suis allé, j'ai pu rencontrer énormément de gens, voir une ambiance assez bienveillante entre les gens et une passion pour l'improvisation, un petit peu. Le framing, c'est aussi beaucoup d'improvisation. Donc là, je vous ai mis une petite compilation des images de la soirée que j'ai passée donc à Londres, la célébration des 10 ans. On a des gens qui codent sur plein d'outils différents. En une soirée, j'ai dû voir une quinzaine d'outils de live code différents. J'en ai oublié les noms de la moitié. Quand on boit des bières, ça n'aide pas beaucoup à se rappeler en général. On a quelqu'un par ici qui codait du son en Python, mais intégré en utilisant Python dans Jupyter Notebook, qui est un outil qui n'est pas du tout adapté à la base pour. Et du coup, c'était assez sympa. Et en fait, j'ai pris une photo en particulier de ce moment-là, c'est qu'on voit une ligne. On va voir, il y a marqué tracks -1, stop. Le -1, ça fait un peu, on sélectionne toutes les tracks. Et stop, ça fait un peu, on coupe tout. Ça ressemblait à un panic button. Je me suis dit, voilà, potentiellement, le synthétiseur est en train de partir en cacahuète. Et il est en train de tout couper en live. Ici, il y avait quelqu'un qui était en train de développait son propre outil en JavaScript. Il faisait de la programmation modale, donc avec des fenêtres, avec des flèches connectées les unes aux autres, pour faire des visuels. Et du coup, la représentation visuelle qu'il y a derrière était directement le résultat de l'exécution de son graphe. Donc assez intéressant d'avoir un arbre qui se transpose sur un autre arbre, je trouvais ça assez poétique. Et ça collait très bien avec une musique qui était assez douce. Et ici, là, on était dans un duo. Donc la personne à gauche là, qui connaît du coup les visuels avec un logiciel qui s'appelle Hydra, qui est un logiciel qui permet de faire du live coding de visuels, mais en s'inspirant un peu de la philosophie du monde des fréquences, donc un peu du monde du son. On va venir créer des signaux, les moduler, les transformer. Donc c'est une façon de coder qui est un peu différente du monde des shaders. C'est assez intéressant à voir du coup pour quelqu'un comme moi qui vient du monde de la DevOps, ça me permet un peu de m'ouvrir aussi à d'autres façons de penser. Et alors la personne à sa droite, je ne sais pas du tout sur quoi il codait parce que son écran était malheureusement pas projeté. Mais la musique était très bien. Je vous prie de me faire confiance là-dessus. Voilà, et donc dans cet événement il y avait 2 salles. Comme c'est des événements qui sont organisés régulièrement depuis plusieurs années, du coup ils ont du budget, ils ont de la place, ils ont beaucoup de gens qui viennent les voir. Et donc ils avaient deux pièces assez grandes pour accueillir à peu près 100 personnes. Le principe c'est qu'ils mettent tout le matériel en plein milieu du public. Donc on a une énorme table avec tout un tas de bordel, de câbles, de panneaux, de contrôleurs, de synthétiseurs, des projecteurs un peu partout pour les murs. Et les live codeurs performent en plein milieu du public. Ça crée quelque chose d'assez intéressant pour moi en tant que spectateur. Et pour l'avoir un peu expérimenté à l'occasion de quelques événements cookies, c'est aussi très intéressant quand on est artiste. Les gens peuvent venir nous parler, peuvent venir échanger avec nous. C'est assez cool quand c'est fait en bonne entente et en bonne humeur, bien évidemment. Alors, je vous ai mis une petite vidéo pour entendre justement la musique et voir un peu à quoi ça ressemble en vidéo. Alors c'est filmé avec mon portable, vous excuserez la qualité et la taille de la vidéo. Là j'étais juste devant la salle, on voit pas énormément. Et j'ai fait... Donc là on était sur un truc très expérimental. Et les visuels, il y avait une personne qui s'amusait à prendre un navigateur en fait, à prendre des pages internet avec des conditions politiques qu'il avait. Et il s'amusait à déconstruire la page en injectant du code JavaScript, il s'amusait à casser la page. Ce qui collait assez bien avec l'esprit de la musique, j'ai trouvé, donc c'était un bon moment. Hop là, ah oui, ok. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris un avion pour faire Londres jusqu'à Utrecht, parce que c'est le moins cher et c'est le plus rapide malheureusement.
En train, il faut à peu près entre 5 et 6 heures, et ça coûte à peu près 300 euros. Il faut le savoir. Donc l'événement était directement le lendemain, donc j'ai débarqué là-bas. On était là dans une salle beaucoup plus grande, avec une culture de la fête qui est très différente de ce que j'ai compris et senti de la culture londonienne. On est sur une soirée à Londres, pile, et à minuit tout le monde est rentré. À Utrecht, ça a fini à 3 heures du mat. Et ça s'est éternisé jusqu'à 4 heures, le temps de continuer de boire. Il y avait un peu moins de monde parce qu'effectivement Utrecht est par contre une relativement plus petite ville que Londres. Mais l'ambiance était, on va dire, plus dévergondée au niveau de la musique. On était sur vraiment de la musique de fête, sur de la musique vraiment rave au sens du terme. Donc la petite photo, quand je suis arrivé dans la soirée, j'avais quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il y avait un projecteur au plafond qui diffusait du code sur le sol et les gens dansaient dans le code. C'est très beau. C'est assez marrant à voir, j'ai trouvé ça cool. Et là, pour le coup, il y avait aussi un jeu assez fort sur les lumières. Il y avait aussi quelqu'un derrière en régie visuelle pour gérer les lights. Donc ça collait vraiment très très bien avec les visuels, c'était assez cool. Il y avait une synergie de métiers différents ensemble qui était assez sympa. Là, au niveau des outils, je me suis senti un petit peu plus chez moi. Il y avait beaucoup de shaders, donc du coup j'ai compris vachement ce que je voyais. Je pouvais arriver à m'amuser à regarder le code et dire ah là il s'est trompé. Et en l'occurrence, c'était marrant, justement, je parlais du fait de s'ouvrir en fait à différentes façons de faire du code. Et en l'occurrence, la personne là qui codait à droite là sur du shader, en fait, avait une façon de programmer qui ressemblait justement à une façon de programmer avec Hydra. Donc, je pense que la personne a appris ça justement peut-être par Hydra. Et du coup, elle codait dans un shader comme on code dans Hydra. Donc, c'était un peu particulier à comprendre pour moi. Malgré le fait que je connaisse très bien le langage, j'avais des fois du mal à suivre la philosophie et la logique du code. Donc, c'est toujours cool de pouvoir apprendre en s'amusant et puis en jouant l'hiver. C'est vraiment sympa. Hop, donc là, après, on était sur du live code de son. Je sais pas, oui, c'est du T-Live Cycle. Après, moi, je les connais beaucoup moins dans les outils du son. C'est beaucoup plus développé que ce qu'on a dans le visuel. On a des outils qui marchent de concert, on a des logiciels qui orchestrent des synthétiseurs, qui communiquent avec de l'OSC ou du MIDI, différents autres matériels. Alors, en général, les gens qui font du live coding de son, ils ont des setups assez compliqués. Nous, en visuel, on se prend beaucoup moins la tête. Et pareil, je vous ai mis donc des petites vidéos. Donc avant, on avait quelqu'un qui faisait quelque chose de plus expérimental, là on a quelque chose de beaucoup plus construit, qui ressemble beaucoup plus à de la techno assez classique. Et là, en l'occurrence, la personne connaît à la fois les visuels je ne sais pas l'outil, mais elle connaît à la fois les visuels et la musique. Donc c'était assez impressionnant à voir. La musique était vraiment sympa. En plus, pour le coup, effectivement, moi j'ai plus de mal à être réceptif à la musique déconstruite. Ça dépend de l'ambiance, ça dépend des visuels qui vont avec, ça dépend comment c'est scénographié. Là, on était plus dans une installation, la salle ressemblait plus à une boîte de nuit en vrai. Donc la musique assez classique, assez construite, ça collait mieux, on va dire, à l'ambiance de la soirée. Et j'en viens aux parties qu'on organise, nous, au Cookie Collective. Donc certains ici se reconnaîtront parce qu'ils en font partie aussi. On organise depuis pas mal de temps, et pas mal plus récemment, après la libération, après Covid, de cookie parties, qui originellement étaient du coup des cookies des parties plus. Maintenant, on essaie de s'ouvrir du coup à tout un tas d'autres formes d'art et d'expression. L'idée, c'est de regrouper des gens qui ont la passion de l'art numérique. Donc, on fait des soirées qui s'appellent des cookie parties, et en général, notre kiff, c'est plein de projecteurs, plein de musique, plein de gens, et on passe une soirée où on peut se balader et aller observer un peu tout ça, une espèce d'exposition permanente où on peut aller voir et interagir un petit peu avec tout ce qui se passe. Donc, il y a aussi beaucoup de jeux vidéo, on a quelqu'un dans le collectif qui travaille sur des contrôleurs alternatifs. Là, sur la photo que je vous ai mis sur la gauche, on a quelqu'un qui est un DJ assez classique, là en l'occurrence qui mixait de la drum and bass. Donc, un style de musique assez connu et assez populaire. On a eu tout un tas de choses. Je vais vous montrer après une vidéo de quelqu'un qui a fait de la chiptune sur Game Boy en live, avec quelqu'un qui faisait des visuels, je crois que c'était sur Reaper, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il y a eu beaucoup de performances différentes tout au long de la soirée. C'est une soirée qui a commencé
vers 19-20 heures et qui a fini à 5h30. Hop. Comme je disais, voilà, il y a plusieurs installations. Il y a 2 personnes du collectif qui ont fait récemment une installation en commun. C'est l'installation qu'on voit sur la gauche. Où en fait on a plein de boutons de chantier sur lesquels normalement on n'est pas censé appuyer, des boutons rouges qui coupent l'alimentation d'un bâtiment, par exemple, ce genre de choses. Et en fait, ils s'en sont servis pour contrôler l'installation visuelle qui est en face. Et donc en fait, c'est une installation où on voit, il y a une caméra Kinect, donc on se renvoie projeté dans une espèce de pièce un peu bizarre. Et chaque bouton a un effet en fait sur la scène. Donc ça fait couler des trucs, ça fait tourner la scène, ça change les couleurs, ça inverse la rotation. Tout un tas de trucs bizarres, et en fait, le but c'est d'essayer de comprendre quel bouton fait quoi. C'est assez marrant, du coup les gens ils viennent, prennent les boutons, ils regardent, ils comprennent à moitié pas ce qu'ils font. C'est assez fun. Derrière, on voit une des installations que moi j'avais faites, un peu dans le même état d'esprit, j'avais fait un visuel où j'ai un petit contrôleur MIDI avec énormément de boutons, et j'ai mappé chaque bouton sur un effet, et je laissais les gens essayer de comprendre quel bouton en fait quoi, et puis ça a fait des visuels assez psychédéliques tout le monde la soirée. Ça a amusé pas mal de monde. Et sur la droite, on voit notre ami Jonathan qui est juste là, accompagné de Mamadi, qui est la personne avec qui j'ai live codé en public pour la première fois. Mamadi qui fait du live code de son, pas mal. Voilà pour les images. Là, on me voit sur scène, du coup, accompagné d'un ami qui s'appelle Baya, qui lui aussi fait du live code. Alors, il y a une particularité, il live code, il s'est fait une installation pour avoir son PC sur lui et pouvoir se balader dans le public. Qui s'est fait une espèce d'installation avec des arceaux et des machins. Et du coup, il va live coder dans le public. Il tend des micros, il tend des trucs qui captent les ondes électromagnétiques, donc ça fait des sons un peu bizarres, assez marrant. Une petite photo aussi un peu plus globale de l'ambiance de la soirée, donc un petit concert, on était dans un squad, donc un truc un peu chaleureux au final. Et pour finir, sur les vidéos, ça c'était le chip sur notre Game Boy. Donc une ambiance assez chargée, c'était sur le même rythme pendant 1h30 à peu près, je crois. Donc c'était difficile, on avait tous très chaud à la fin, mais c'était extrêmement bien. Et je vous ai fait une petite vidéo un peu plus globale de la soirée, histoire de voir un peu un panorama de l'installation globale. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre. On essaye de faire ce genre d'événement beaucoup plus souvent. Le gros problème étant de trouver des salles. Donc si jamais vous avez des salles, n'hésitez pas à nous contacter, on en cherche. On est assez ouvert, on a un Discord, un serveur Discord, faut pas hésiter à le rejoindre, il est ouvert au public. On a un Fram Agenda qui est référencé aussi dans le Discord, mais j'ai mis le lien ici, on verra si normalement on peut envoyer la présentation. C'est là où on met du coup tous les créneaux d'événements qu'on organise ou auxquels on participe qui peuvent intéresser la communauté des gens créatifs codeurs, live codeurs. J'ai mis aussi quelques liens à propos de l'Algorave. Donc ça référence un petit peu qui sont les acteurs de l'Algorave et le GitHub Algorave qui met en avant le manifeste avec les idéaux du monde de l'Algorave. Des idéaux en général qui correspondent à beaucoup de gens, à l'ouverture, on est gentil entre les gens. Voilà. Un petit lien pour faire notre mot quand même au passage. N'hésitez pas, c'est un Linktree, c'est un lien qui vous renvoie vers mes différents liens. Donc je suis pas mal présent sur Instagram et sur Shaderfly aussi comme Clofin. Et puis vous pouvez me contacter directement, j'ai le même nom sur tous les réseaux, donc Twitter et autres. Et je remercie Gloria pour les photos. La majorité des photos sont de Gloria du coup. Ici. Est-ce que vous avez des questions ? Quand tu vas dans les fêtes un peu en Angleterre, en Hollande, et que tu vois d'autres manières de coder, tout ça, est-ce que tout ça tu peux pas l'apprendre déjà sur Internet ou c'est vraiment à l'occasion de ces soirées-là que tu découvres des choses que tu ne peux pas connaître facilement, je dirais, par le web? Alors, tu peux carrément les apprendre sur Internet, hein, tout ça, tout est accessible. Après, j'ai une liste longue comme ça de tout qui existe, que j'ai vu, que j'ai entendu parler, et puis je m'y mets jamais.
le fait d'aller en soirée, d'en parler avec les gens, ça permet de l'apprendre d'une manière beaucoup plus agréable, c'est moins un effort. Ouais, c'est ma façon de le dire à moi. Je pense que tout le monde fonctionne pas pareil là-dessus. Je pense que c'est intéressant d'aller en discuter. Le simple fait d'en parler sans apprendre à utiliser l'outil, ça fait évoluer ta propre réflexion. Moi, c'est là-dedans que j'essaye d'aller. Et une deuxième question, c'est sur le côté temps réel, improvisation. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que les gens qui codent apprécient? Enfin, moi, je trouve ça super, l'esprit d'improvisation, mais je suis étonné que ça existe déjà. Et la dernière chose, je ne connaissais pas qu'il y avait du live coding de son. Ok. Bah écoute, pour répondre à ta question, moi j'apprécie justement le live coding, le côté un peu erreur, le côté ça arrive de soirée aussi quand on fait du live. Ça a une saveur qui est différente d'un truc qui est préparé. Des fois ça donne même naissance à des bonnes surprises. Quand t'as pu exister, si t'avais préparé ton truc. Ça a été le cas notamment moi mon premier live coding qui remonte un peu plus d'un an maintenant, si je ne dis pas de bêtises. J'ai littéralement rencontré la personne avec qui je suis monté sur scène 5 minutes avant de monter sur scène. Voilà, je savais pas du tout quel style de musique il allait jouer, moi j'avais rien préparé non plus. Puis ça a très bien marché au final, c'est assez cool. Je sais pas si ça a répondu complètement à la question. Oui, non, c'était oui, le plaisir qu'il peut y avoir à faire de l'improvisation quand on met du code, sachant que ça peut cracher, que c'est un peu stressant des fois, ça m'est arrivé, je me suis planté récemment, j'ai fait à l'occasion d'une démo scène. Il y avait un live Twitch et je me suis engagé justement dans le même concours que Flopping de celui de la révision, mais là c'était en distance puisque l'événement n'était pas en physique. Il y avait à peu près 1000 personnes sur le stream et j'ai eu un code qui n'a pas marché, j'ai mis il y a 10 minutes à trouver et j'ai trouvé que c'était trop tard, j'ai dû faire autre chose. Maintenant j'ai appris comment passer, si jamais j'ai le même problème qui se reproduit, je sais mieux comment réagir face à ça. J'essaie de ne pas me mettre la pression, ça arrive, ça fait partie du live, c'est comme ça que j'apprends moi à y aller. Je pense que des fois ça peut être un peu stressant pour beaucoup de gens, des gens qui ont besoin de plus de préparation, d'autres un peu moins. Ouais. Est-ce que après les lives, un peu comme les musiciens, vous mettez à disposition ce que vous avez codé, on peut retrouver le code et le rejouer après? Et est-ce que même vous le remodifiez après coup, vous le réexploitez? Ça arrive. Ou c'est uniquement du live? Ça arrive, il y a des cas où c'est pas le cas, ça m'est arrivé moi de perdre des trucs. Enfin, de les perdre, de pas les garder volontairement. C'est en mode, voilà, j'ai fait quelque chose, j'ai gardé les visuels, le code, si je l'archive après, je me retrouve avec des centaines et des centaines de trucs, des fois archivés. Il y en a certains que je veux garder, parce qu'il y en a qui sont intéressants. Là, il y en a un notamment, un que moi j'avais joué ce soir-là sur scène, je m'en suis servi après pour faire du VJing en soirée sur autre chose. Et là, je montrais pas le code, mais je faisais juste jouer avec un contrôleur. J'avais fait des effets qui n'étaient pas inintéressants, j'avais complété un peu mon setup initial, et du coup, ça, j'ai voulu réutiliser. Yes. Comme tu as deux live codeurs, un son et une vidéo, il y a une interaction souvent entre les deux. Enfin, genre vous êtes sur des minutes en commun. Ouais. Alors c'est un setup, il faut ça qui traîne du setup. C'est un petit setup que j'ai improvisé. Voilà à quoi ça ressemble. En l'occurrence, j'ai besoin de récupérer une entrée son analogique pour être capable de faire une transformée de Fourier. Et le problème, c'est souvent les gens qui font de la musique sur leur mixette, ils n'ont qu'une sortie, ils n'en ont pas deux. Et donc du coup, là, ce qu'on a fait, c'est que la personne qui avait son laptop avait une sortie, j'avais un petit adaptateur à la con qui permet de splitter un signal analogique en deux. Donc je l'ai fait, comme ça, moi, ça m'a permis de rebrancher ça sur une petite carte son sur mon laptop et de transformer le signal et de l'injecter dans mon visuel. Sinon, quand ça marche pas, en général, je passe sur le micro, mais sauf que bon, le signal il est quand même beaucoup plus dégueulasse. Ça peut se voir, dépendamment du volume, et si tu satures ou pas. Quoi. Et des fois, vous faites des... Parce que là, en fait, c'est un peu... Le live codeur son va un peu être ton influence sur ton code. Ça arrive des fois qu'il y ait la même influence pour les deux, pour que ça... Alors, certainement, j'ai pas vu encore, j'ai pas non plus pratiqué, mais oui, certainement, je pense qu'il y a des gens qui se posent ce genre de questions. Moi, je sais que là, en ce moment, j'aimerais bien bosser avec quelqu'un qui fait partie du collectif, qui s'amuse à faire du son spatialisé. Donc, en fait, on a 6 ou 8 enceintes à positionner dans l'espace,
Et donc en fait, ils s'amusent à faire un son qu'on entend bouger en fait, dans la pièce. Et moi, j'aimerais bien synchroniser ça avec des visuels, avec des lunettes rouge-bleu pour voir en 3D. Pour vraiment réussir à aligner un signal visuel avec un signal audio et voir comment le cerveau perçoit ça à grande échelle en fait. Et potentiellement le mouvement de cette sphère-là en fait pourrait être géré par différentes entrées. Donc se pose la question techniquement de comment prendre le même signal en entrée dans deux logiciels et deux setups différents. Justement, moi je bosse un peu là-dessus, je fais du son immersif. Et ce qui est assez marrant, je vois par rapport au tout ce qui se passe, je reparle de l'analyse du son, parce qu'il y a forcément les foyers bien sûr. Mais en fin de compte, quand on entend une musique, on entend différents instruments qui jouent en même temps. Donc maintenant, moi je bosse avec des musiciens où je leur demande d'amener le multipiste. Donc je peux sortir le son que je veux pour émuler mon image. Ouais. Je peux sortir la voix, c'est que la voix qui va jouer par exemple, et en même temps le spatialiser en 3D. Et je pense que oui, comme le son 3D en fait, c'est ce qu'on appelle de l'objet maintenant. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus avec des mixages traditionnels où on mixe les sons ensemble. En fait, c'est des positions dans l'espace avec des metadata qui décrivent le mouvement. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes choses que dans les shaders, avec les particules, avec les mouvements, avec les circulations du son. Et en effet, c'est super intéressant de pouvoir synchroniser tout ça, quoi. Alors je sais qu'il y a un logiciel qui est pas mal pour ça, a priori, alors personnellement j'avais touché, c'était Touch Designer, qui est vraiment orienté pour ça, aussi bien pour faire des expositions que même faire de la performance live. Il a des connexions sur à peu près tout ce qui existe en standard du marché, que ce soit en audio, en ESC, en MIDI, en visuel. Donc effectivement, je pense qu'on peut aller chercher un peu loin après sur les connexions qu'on fait entre ces outils-là. D'autres questions? Est-ce que tu as jamais essayé de travailler avec des musiciens? Des musiciens un peu plus classiques, du coup, des musiciens avec des instruments. Voilà. Personnellement, non, pas encore. Ça sera bien difficile. Alors, maintenant. Ouais, pour moi, la difficulté que j'y vois, c'est que dans ma pratique de cette art-là, moi, j'ai des goûts un peu pointus sur le côté musique électronique. Donc, j'essaie d'avoir des visuels avec des contrastes très forts, ce genre de choses. Pour moi, je pense que partir sur de la musique un peu plus classique, de l'instrument acoustique, ça inspire un autre type de visuel sur lequel moi je suis pas forcément. Oui, il faut être intéressé. Ouais, mais je pense que la performance se fait, pour l'avoir déjà vu, je sais que ça se fait avec du piano, du violon. J'ai eu l'occasion de voir avec quelqu'un justement qui est assez proche qui fait partie du Cookie Collective aussi, qui a fait pas mal de mix entre des installations physiques qui produisent du son et qui produisent aussi le visuel. En fait, on peut déplacer des meubles et ça produit un peu. Moi, j'ai peut-être une question. Est-ce que c'est une question que je me pose aussi moi-même, enfin vraiment, j'ai pas une réponse exacte, j'ai une idée, mais alors, pourquoi le numérique dans la musique, donc le fait que par exemple quelque chose comme l'algorithme ça arrivait beaucoup plus vite que le live coding, enfin, pourquoi le son, culturellement parlant, a accepté plus rapidement l'arrivée des machines et du numérique que l'image? Attends, je me demande si c'est pas une histoire de puissance de calcul. Hein. C'est que pour créer de l'image, il faut une puissance de calcul quand même considérable. Aussi, le son, la musique, c'est un langage. Donc ils ont été plein pied avec la programmation. Alors que la peinture, c'est pas un langage. Pas vraiment. Je pense. Ouais. Et les musiciens utilisent des instruments, des instruments très techniques, des machines, des orgues. Et donc, je pense qu'il n'y avait pas du tout cette défiance sur la machine que dans les arts plastiques traditionnels, par exemple dans les beaux-arts, il y avait d'emblée. C'est-à-dire que ces machines ne pouvaient pas faire de l'art, en fait. Alors que les musiciens, eux, ils utilisent des instruments, ils avaient des partitions. C'est inhérent à la musique. Ils avaient un langage de composition. Et donc, peut-être le langage de composition pour faire de la musique, et là, il y a le langage de programmation pour faire de la musique, du visuel, etc. Donc, je pense que pour eux, il n'y avait pas cette méfiance par rapport à la machine, en fait. C'est vrai que moi, mon réflexe, c'est peut-être plus de penser technique, puisque je connais très bien l'image, je connais moins le son, mais j'ai quand même essayé d'apprendre un peu la théorie mathématique qu'il y a derrière de comment produire du son.
Et je pense que technologiquement parlant, on a su fabriquer du son de manière analogique assez rapidement, assez tôt. Par contre, maîtriser l'art de l'image par la technique, je pense que ça nous a pris beaucoup plus de temps. Les premiers ordinateurs qui commençaient à créer des images, ça arrivait dans les années 80. Je pense qu'on a commencé les synthétiseurs quand même beaucoup plus tôt. Ouais. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec les cartes graphiques rapides, l'image peut devenir un instrument. Oui. Parce que tu peux jouer justement le temps réel. Tu peux faire de l'improvisation, on parlait tout à l'heure, alors que c'est très récent. Alors que la musique, c'est plus longtemps. Pour moi, c'était surtout culturellement parlant, parce que je trouve qu'en plus, il y a la couche en plus, je trouve personnellement, franco-française, d'avoir été méfiant pendant super longtemps sur l'art numérique à l'image, et d'avoir célébré des gens comme Jean-Michel Jarre. Enfin, moi, je trouve qu'il y a, culturellement parlant, il y a eu un gap. Justement, c'est le fait que tu as, je ne sais pas le mot que je voulais, mais il faut qu'une masse de gens s'approprient cet art. Et donc, comme le dit, moi j'ai essayé, je suis né dedans, parce que j'avais 15 ans au début de l'Amiga, peut-être un peu plus jeune d'ailleurs. Faire une image graphique, une image 3D, ça prenait toute la nuit, et mon père il m'a dit, quoi, c'est pour allumer ce truc-là? C'est pas possible, voilà, il va éteindre parce que ça coûte de l'électricité. M'amuser avec Sound Tracker 4 sons et faire des rythmiques techno, je faisais ça en 10 minutes, j'étais tout content d'avoir mon rythme, tu vois. Et donc, c'est tout de suite une masse de gens s'est approprié par ordinateur que faire du graphisme, il fallait avoir des parents qui t'autorisent à laisser l'ordinateur allumé pendant toute une nuit pour produire une image. Mais c'est pas un film, hein, c'est une image. Et puis une image pas très jolie parce que t'es pas très bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça m'est arrivé, bah, d'ailleurs j'ai pris une fois, je pense. Mais les instances culturelles classico-classiques. Oui, mais ça vient du bas. Je veux dire, tu peux pas imposer, à part peut-être en Russie où tu te dis, bon, bah, on va faire comme ça, par propagande. Mais il faut que ça vienne du bas. Donc, si t'as pas des gens qui vont pouvoir acheter des ordinateurs pour faire de la musique ou pour faire des vidéos, des images de synthèse, bah, voilà, il faut qu'il y ait du monde, quoi. Il faut pas imposer par le haut, c'est... Dans le sens que tu disais aussi, la musique, finalement, culturellement, ça a quasiment toujours existé dans l'histoire de l'humanité, presque. Alors que la création et la production d'images, ça reste finalement très jeune. Les grottes de Chauvet, oui, mais enfin, je veux dire, d'un point de vue numérique, j'entends. Finalement, une rythmique peut parler à peu près tout le monde, en fait. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Même de la musique un peu plus déstructurée, les gens peuvent quand même percevoir un petit peu de rythmique dedans, même si c'est très désharmonique. Ouais, mais la culture pixel, tout le monde peut voir. Tout le monde a joué à Pac-Man, pourtant c'est très moche. Je pense que justement, tu parles de Pac-Man. Pac-Man, c'est beaucoup plus récent que le son analogique. Puis la musique, c'est une temporalité, une image, c'est statique. C'est analogique, Pac-Man. Et dans la musique, il y a aussi de la performance, ça a toujours été, quoi. Des gens qui jouent et qui reproduisent des fois 10 fois, 20 fois, 100 fois la même performance. Et dans l'image, ça a beaucoup plus été enregistré finalement ce qu'on fait. Parce que, par exemple, il y a Tron aussi, ou des films comme ça qui ont été innovants sur l'aspect visuel, qui ont peut-être représenté la même chose que Jean-Michel Jarre. Mais ça ne s'est incarné pas dans la performance, mais dans des films. Et donc, comme ça, il a fallu attendre la technique, mais aussi que la culture, et je pense qu'on est encore en train d'inventer, comment faire de la performance avec de l'image en temps réel, quoi. C'est pour ça qu'on est là. Mais ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est de voir que, on va dire qu'aujourd'hui on a des artistes graphiques qui font du live, c'est récent, c'est nouveau. Avant, les peintres ils payaient dans son atelier, à la maison, jamais, à part ceux qui payent en extérieur, jamais on voyait un peintre travailler, quoi. Et maintenant, à l'occasion de ces rêves, voilà, je pense que c'est nouveau. Et au même moment, je dirais que la musique, bien sûr, il y a les concerts, mais la création musicale, elle se fait depuis longtemps maintenant à la maison. Et que maintenant, les musiciens, ils sont chez eux, et pour voir un musicien jouer, et bon, il y a des concerts, bien sûr, mais sinon, moi, je connais plein de musiciens qui ont leur home studio, qui ne voient jamais jouer. Alors qu'avant, je pense qu'un musicien, de toute façon, tu pouvais jouer. Donc il y a un petit truc qui est en train de se passer, mais c'est intéressant. C'est vrai que le fait de faire la scène pour un artiste graphique, c'est nouveau et je trouve que c'est super intéressant parce que ça va peut-être donner aussi envie à des artistes qui ne sont pas numériques et qui sont dans les arts graphiques de faire aussi de la scène. Il y a de pouvoir se présenter face à un public et de faire des performances. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, pour le coup, il y a
moi je viens du monde de la technique, je suis développeur, mon métier. Il y a ce côté un peu puriste de dire ouais, moi je fais du code et moi je sais faire, alors il n'y a que moi qui ai le droit. Ben, en fait, non, en fait, n'importe qui peut faire jouer avec, c'est fait pour en fait. C'est pour ça qu'on rend l'informatique de plus en plus simple à chaque fois. On essaie de la rendre abordable pour tout le monde. Et j'ai un bon exemple de ça, je me suis déplacé à Nantes il n'y a pas longtemps. Il y a des meet-up de Creative Code tous les mercredis au Stéréolux. Et je voyais une petite dame de 50 ans qui, c'était son petit plaisir les mercredis soirs, de concrétiser son projet d'art numérique. Elle ne savait pas coder, donc elle apprend tout sur le tas. Et elle venait à ce meet-up-là pour chercher de l'aide justement des développeurs, dont là pour le coup c'est le métier. Et ça faisait 2 ans qu'elle était sur son projet et j'ai vu sa passion et en fait elle avait un projet qui avait vraiment de la gueule et de la personnalité. Je suis assez aligné avec cette façon de penser. Ouais. Pour en venir à la question de Fopine de tout à l'heure, il y a une chose quand même dans la musique qui est assez différente par rapport aux arts graphiques, c'est le rapport à la reproduction. La musique, c'est un truc qu'on a cherché à reproduire très très tôt en fait. On a eu des partitions et on a eu des instruments automatiques assez tôt. Aujourd'hui, il y a presque 100 ans maintenant, on avait des orgues de barbarie, des gens qui allaient jouer dans la rue avec des orgues de barbarie, des trucs que les gens qui n'avaient pas l'argent ne pouvaient pas aller écouter à l'opéra. Et c'était très bien lu, c'était lu comme une forme d'art émancipateur. Alors qu'aujourd'hui, en 2022, il y a encore des gens qui font des graphiques sur leur ordinateur, qui font 5 tirages, qui les numérotent et qui effacent le fichier après. Et ce truc-là, pour moi, il est très lié aussi à l'histoire de l'informatique, c'est-à-dire que l'ordinateur à l'origine, c'est un outil de production. Et par rapport aux outils de production, les artistes graphiques, la production, pour eux, c'est un truc un peu mal qui n'est pas dans la culture. Alors que presser des disques, copier des partitions et rejouer des morceaux d'autres personnes dans la musique, il n'y a jamais eu ce blocage culturel en fait, sur la reproduction. Enfin, il est arrivé après avec le piratage de masse. Moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'au final, effectivement, tu parlais tout à l'heure, Michel, de langage. Au final, le son, que ce soit le vinyle qui est gravé, le CD ou la partition, au final, ça décrit une forme de langage. C'est le langage qui permet de reproduire la musique. Moi, c'est pour ça que j'aime bien, dans ce qu'on code en visuel, le code en open source. Voilà, ta reproduction, tu l'as, elle est accessible. Voilà, pour moi, les gens doivent pouvoir consommer cet art qui est reproductible physiquement. Plus de questions? Merci beaucoup. Merci.